Bonjour tout le monde. Merci à tous les participants de se joindre à nous pour écouter ce webinaire. Donc, on va laisser quelques instants avant de commencer le webinaire pour laisser tout le monde le temps de se connecter à la plateforme. Donc, juste avant, je vais juste prendre le temps de me présenter. Moi, c'est Pamela Tanguay. Je vais être l'animatrice aujourd'hui pour ce webinaire qui s'intitule La santé durable, démocratiser la santé. Ce webinaire va être présenté par Dr. Jean-Pierre Després. Donc, si je vous présente notre conférencier aujourd'hui, on a Dr. Jean-Pierre Després, qui est professeur au département de kinésiologie de l'Université Laval, directeur scientifique du VITAM, Centre de recherche en santé durable, et directeur scientifique de la chaire internationale sur les risques cardio-métaboliques, tous deux basés à l'Université Laval. Ses intérêts de recherche comprennent l'obésité viscérale, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et leur prévention par l'activité physique et un mode de vie sain. Il y a plus de 30 ans, il a été le premier à signaler qu'un excès de graisse logé dans la cavité abdominale était particulièrement nocif pour la santé. Il est l'un des chercheurs les plus cités au monde dans son domaine et le scientifique le plus actif de l'Université Laval. Il a reçu aussi de nombreux prix prestigieux, tels que le Chevalier de l'Ordre national du Québec. Donc, on est aujourd'hui très choyés de l'avoir parmi nous pour présenter ce webinaire. Donc, si je vous explique un peu le fonctionnement de comment va se passer la séance, Dr. Després va présenter pendant environ 45 minutes le sujet. Puis, tout au long du webinaire, on va vous inviter à poser vos questions dans la section de votre panneau de configuration, là, la question. Puis moi, ça va me faire un plaisir à la fin de la présentation de partager les questions avec Dr. Després pour qu'il puisse y répondre. On vous invite aussi fortement à lever votre main à la fin de la présentation pour poser vous-même vos questions à Dr. Després pour rendre le tout un peu plus interactif. Puis je veux aussi dire que si vous voulez avoir le PowerPoint, il est disponible aussi dans le document à distribuer qui se situe aussi dans votre panneau de configuration. Fait que sans plus attendre, on va laisser la parole à Dr. Després ainsi que le contrôle de l'écran. Merci beaucoup, Pamela, pour cette très gentille introduction. On va s'assurer que sur le plan... De notre côté, tout est beau. Vous voyez bien mes diapositives? Oui, on voit bien la diapositive. Alors, dans un premier temps, merci beaucoup de cette gentille invitation de Réseau 1 Québec à venir vous parler un peu. Je vais vous raconter l'histoire d'un vieux professeur-chercheur. Ça fait 36 ans maintenant que je fais de la recherche à l'Université Laval. Et c'est ça, j'ai une petite histoire un peu personnelle à vous raconter, des déceptions que je souhaite partager pour vous emmener justement à ce que collectivement, on réfléchisse à ce que demain sera au Québec en matière de santé, d'où le titre Santé durable, démocratiser la recherche en santé au Québec. Alors là, j'essaie d'avancer mes diapos. Voilà. Alors donc, je vais diviser mon exposé en 3 volets, parler justement à partir de mon histoire personnelle de chercheur, ce que j'ai fait dans ma carrière, des forces et des limites de notre système de santé qui est basé sur ce que j'appelle la gestion de la maladie, puis je le dis très respectueusement. D'où la nécessité de reconfigurer notre système de santé, puis vous savez tous et toutes que ça fait l'actualité en ce moment. Et que, pour terminer dans la 3e partie de la conférence sur justement ce concept rassembleur, qu'est-ce que c'est que finalement que la santé durable et comment ça pourrait permettre, puis je vais vous donner quelques expériences de terrain récentes, là, permettre aux citoyens de se réapproprier leur santé en ralliant toute une pléiade d'acteurs qui sont pertinents à la santé humaine, animale et planétaire, puis c'est ce qu'est finalement la santé durable. Alors, c'est qui ce vieux professeur Després-là? C'est un vieux chercheur déçu, puis je ne le dis pas pour faire du sensationnalisme. Vous me voyez ici avec mes collègues à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, au moment où on avait donné un doctorat honoris causa. L'Université Laval avait donné un doctorat honoris causa à un des cardiologues les plus influents de la planète, le Dr. Peter Libby, qui était chef de la cardiologie à Harvard pendant 15 ans.
Et en 20 ans, j'en suis très fier avec les collègues que vous voyez de gauche à droite, Dr. Philippe Pibarot, Dr. Paul Poirier, Dr. Éric Larose, avec le Dr. Denis Richard qui dirigeait le centre de recherche. On est très fiers de ce qu'on a bâti en 20 ans. J'ai utilisé un anglicisme, un powerhouse. C'est un centre de recherche en médecine cardiovasculaire, cœur, poumon, obésité, qui est maintenant mondialement connu. Et donc, ça, on peut en être très fier. Il y a véritablement beaucoup de savoir, de connaissances et de publications dans les journaux prestigieux qui ont émané de ce centre là, qui s'est développé sur une période de 20 ans, je vous dirais. Depuis 1999, là, le centre s'est considérablement développé. Sauf que tout ce savoir-là, malheureusement, il y en a pas mal. Puis tout ce qui touche le volet promotion de la santé, prévention, ben ça dort pas mal sur les tablettes. Et là, je vais vous emmener dans mon univers. Je vais vous parler de l'obésité. Pamela, dans son introduction, a eu la gentillesse de mentionner qu'il y a 30 ans, j'avais découvert qu'être gras par en dedans, d'avoir de la graisse corporelle à l'intérieur de la cavité abdominale, ben j'étais le premier au monde à montrer ça, que c'était un puissant facteur de risque pour développer des maladies chroniques comme le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires. Et ça, ben, j'avais été inspiré par ce spécialiste de médecine interne de l'Université d'Osaka qui avait été le premier au monde à utiliser l'imagerie pour littéralement, vous voyez, générer des tranches d'abdomen. Il a été le premier au monde, chez quelques patients, c'était de l'anecdote à l'époque, à montrer que la façon dont l'humain accumulait de la graisse à l'abdomen, vous voyez ici une personne qui a énormément de graisse cutanée. Alors, vous prenez votre pouce et l'index, là, la personne a énormément de graisse sous la peau, alors que la personne ici à gauche semble avoir, comme on dit au Québec, un bedon dur. Alors, il y a très peu de graisse, très peu de tout ça un petit peu sous la peau. La graisse est dans la cavité abdominale. Et c'était de l'anecdote à l'époque, mais il rapportait pour la première fois que ce patient-là à gauche, qui était obèse, était malade, alors que cette personne-là à droite, qui vivait avec une obésité sévère, n'était pas malade. Et je me suis dit, tiens, si je ne m'intéresse pas à cette question-là, ben, je manque probablement un phénomène extrêmement important pour discriminer finalement les enjeux de santé qui ont été traditionnellement associés à l'excès de poids. Et donc, vous voyez, ça, c'est les appareils de première génération. Lorsque je me suis établi comme chercheur en 1986, alors c'est pas hier, on a commencé comme ça à scanner des abdomens de volontaires asymptomatiques, des hommes et des femmes. Et très, très rapidement, après 2-3 années où là, on a monté des cohortes un peu conséquentes, on en est arrivé à ces résultats. Puis ça, c'est pour vous dire à quel point cette figure-là est vieille. C'est qu'à l'époque, je ne présentais pas PowerPoint, je présentais avec des diapositives, ça traduit mon âge. Et ce que vous avez ici, c'est deux personnes qui ont le même poids, le même soi-disant poids santé. Vous savez, on utilise l'indice de masse corporelle, le rapport du poids sur la taille pour évaluer très, très grossièrement si vous avez un poids soi-disant normal, si vous êtes en surpoids ou si vous avez de l'obésité plus ou moins sévère. Bien, les deux individus ici étaient parfaitement comparables. Il y en a un, vous voyez en gris clair, l'examen par tomographie axiale révèle que cette personne-là a beaucoup plus de graisse dans sa cavité abdominale que le sujet du bas. Alors là, effectivement, dans des cohortes plus conséquentes, on est les premiers au monde à rapporter l'obésité, ce n'est pas ce que vous pensez. Lorsqu'on est gras par en dedans, là, on monte de l'hypertension, on monte des problèmes dans le transport du cholestérol, on monte une susceptibilité donc accrue à développer le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires. Alors, ces résultats-là, au début, ont été reçus avec scepticisme, c'est normal. Quand vous arrivez avec quelque chose qui chamboule des dogmes, surtout par la communauté qui s'intéressait au diabète de type 2, et par la suite, toute la communauté de médecine cardiovasculaire s'est beaucoup intéressée à ces résultats-là. Puis là, on se projette dans le temps. Je vous fais grâce, là, parce que le but, c'est pas de vous parler de ma carrière, mais 30 ans plus tard, maintenant, mon laboratoire a été énormément sollicité pour expliquer comment, justement, le fait d'avoir, comme vous voyez ici sur le panneau de gauche, du gras par en dedans, ce qu'on appelle de l'obésité viscérale, c'était préjudiciable à la santé parce que, pour vous faire une histoire très courte, si vous avez de l'obésité viscérale, vous aurez tendance à avoir un cœur gras, un foie gras, des muscles persillés de gras.
Et donc, tout ce gras interne-là qu'on appelle graisse ectopique va faire de vous une personne extrêmement vulnérable pour développer non seulement le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires, mais par exemple l'apnée du sommeil. On a vu que les gens qui souffrent d'apnée du sommeil ont énormément de cette graisse interne-là. Et quelque chose qui me préoccupe, moi, comme chercheur qui a besoin de son cerveau comme outil de travail, la santé aussi cérébrale est affectée. Donc, c'est un facteur de risque important pour le déclin cognitif, la démence, les accidents vasculaires cérébraux, certaines formes de cancer. Bref, vous voyez que finalement, déjà, ça fait très longtemps que votre conférencier, votre vieux conférencier ce midi fait plus que répéter, il radote dans une pléiade de publications originales ou des articles de revue que, attention, l'obésité, ce n'est pas ce que vous pensez. Et donc, mon laboratoire s'est beaucoup aussi intéressé à non seulement étudier les conséquences de cette forme de surpoids et d'obésité qu'on peut retrouver même chez des personnes qui ont apparemment un poids santé, mais on s'est intéressé aussi beaucoup aux facteurs génétiques, environnementaux, alimentaires, comportementaux, activités physiques qui font qu'une personne peut développer cette forme de surpoids et d'obésité. Ça, c'est simplement pour vous montrer que l'organisation de cardiologie américaine la plus influente au monde, l'American Heart Association, m'a demandé de résumer ces travaux-là, nos travaux, à plusieurs reprises. Alors, on se dit, ben là, on a quand même une science, comprenez, qui a atteint une certaine maturité. Quand on trouve quelque chose de nouveau en science, ben, ça suscite peut-être de l'intérêt, mais un scepticisme qui est bien légitime. Puis là, il faut attendre finalement. Mais maintenant, il y a une pléiade d'études d'imagerie dans le monde qui ont confirmé que finalement, l'équipe de Québec avait raison. Bon, là, vous voyez, on va commencer à entrer dans les sources de déception, de frustration. L'Institut national de santé publique fait une enquête il y a quelques années et arrive au constat que lorsqu'on regarde justement, parce qu'on avait montré que pour façon très simple d'aller au-delà du poids corporel, pour détecter les gens qui ont de la graisse abdominale centrale, c'était tout simplement mesurer son tour de taille. Et sur la base des données, l'évolution du tour de taille des Québécois, ils en arrivent avec un rapport absolument accablant. L'obésité abdominale a doublé en 30 ans au Québec. Ça a fait, on m'avait demandé, de même que mon collègue Benoît Arsenault, de commenter le rapport. Ça a fait l'objet d'un article dans Le Devoir et on n'en a plus entendu parler. C'est parce que je viens de vous expliquer que c'est un puissant facteur de risque pour une pléiade de maladies chroniques dites de société. Un rapport est publié. Imaginez si l'obésité abdominale, elle a doublé en 30 ans au Québec. On n'est pas sorti de l'auberge en matière de prévalence de ces maladies chroniques de société. Il faut faire quelque chose. Eh bien, on ne fait rien. Alors, premier constat. Alors, première suggestion, et je l'ai dit à des journalistes, je le répète, à quand une campagne nationale sur le tour de taille? Il faut arrêter de parler du poids santé. Ça ne veut rien dire. C'est cette graisse-là interne qui est dangereuse. Voici une façon très simple de suivre l'évolution. Vous voyez de la graisse qui est dangereuse pour la santé. Tout le monde devrait connaître son tour de taille. Tout le monde devrait se préoccuper de l'évolution de son tour de taille dans le temps et non pas de son poids corporel. Et puis ça, on pourra y revenir si vous voulez lors de la période des questions. Mais premier constat, vous voyez d'un immense fossé qui existe entre une science qui n'en est pas à ses premiers balbutiements, qui existe depuis 30 ans, puis qui s'est considérablement, vous savez, la littérature s'est considérablement épaissie là, en 3 décennies, mais rien n'est fait. Autre facteur extrêmement important, vous me voyez ici en compagnie d'une personne qui a secoué énormément aussi la communauté médicale, le Dr. Steve Blair, qui est un peu vu comme, je dirais, le pape, si vous me permettez l'expression, ou l'apôtre, peu importe, celui qui a rapporté pour la première fois que lorsqu'on mesure ce qu'on appelle la condition cardio-respiratoire, la capacité cardio-respiratoire. Qu'est-ce que c'est? Ça? Simplement, on vous met sur un vélo, on vous met sur un tapis roulant, puis on vous fait pédaler doucement, pas un effort maximal, ou on vous fait marcher sur un tapis roulant à une certaine vitesse. Si votre fréquence cardiaque s'élève de façon exagérée ou vous êtes essoufflé prématurément, bien, vous n'êtes pas en forme, vous êtes en mauvaise condition cardio-respiratoire. Bien, ça, saviez-vous? En fait, beaucoup de médecins ne le savaient pas.
Steve Blair a été le premier à rapporter ce phénomène-là en 1989, mais maintenant, tout comme l'obésité abdominale, on a maintenant toute une littérature qui provient de partout dans le monde qui montre que être en mauvaise condition cardio-respiratoire, bref, ne pas être en forme, c'est le facteur de risque. Vous voyez ici, dans cette cohorte-là d'hommes et de femmes qui ont été suivis au Texas, les gens qui n'étaient pas en forme, les femmes et les hommes, n'étaient pas 2-3 fois plus à risque de développer une maladie du cœur, une maladie coronarienne, comme par exemple, c'est le cas avec un cholestérol élevé, de l'hypertension ou du diabète. Ils étaient 8 à 9 fois plus à risque, ce qui faisait de ne pas être en forme, une mauvaise condition cardio-respiratoire, le plus puissant facteur de risque modifiable qui existe. Au jour d'aujourd'hui, on ne mesure toujours pas en clinique, en pratique clinique, le facteur de risque le plus déterminant de votre trajectoire de vie. Les gens qui nous écoutent aujourd'hui, la première chose que vous devriez savoir dans la distribution de la condition cardio-respiratoire des Québécois, des Québécoises, en fonction de mon âge, où est-ce que je me situe? Est-ce que je suis dans la moyenne? Est-ce que je suis dans le quartile supérieur? Est-ce que je suis dans le quartile inférieur? Bien, si vous êtes dans le quartile inférieur, vous avez un facteur de risque, le facteur de risque le plus important. Et donc, j'ai proposé, même chose, que la mesure de la santé cardio-respiratoire, puis ça se mesure très facilement sur un vélo au tapis roulant en quelques minutes, pas besoin d'un effort maximal. Envoyez autre source de déception, autre rendez-vous manqué, ce qui détermine le facteur le plus déterminant de votre trajectoire de vie en santé ou malade, c'est une faible condition cardio-respiratoire. Tous les Québécois, les Québécoises devraient avoir cette information-là. On devrait avoir cette information-là pour tous nos enfants. On ne le sait toujours pas en 2022. Alors, voyez, je m'excuse, je vous ai emmené dans mon univers, dans ma vie de chercheur qui s'intéressait justement au développement des maladies chroniques de société. Mais il y a un constat à faire, c'est qu'il y a un immense écart entre la science du mode de vie, de la prévention, puis ce qu'on fait à ce sujet dans la pratique clinique, puis dans nos messages de santé publique. Cela dit, vous savez, tout n'est pas noir, bien au contraire. Alors, lorsqu'on regarde à l'échelle planétaire, la map monde de l'espérance de vie, bien, le Québec fait belle figure. Écoutez, on est, vous voyez, là, dans la liste des pays avec l'espérance de vie, on pense toujours aux Asiatiques, mais vous voyez, le Canada, le Québec, on est là aussi. Là. On est 16e dans le classement mondial. C'est pas mal du tout, malgré le fait qu'encore une fois, on ne sommes pas les champions de la prévention. Et on est nettement en avance de nos voisins qui, pourtant, vous savez, les États-Unis d'Amérique, c'est le pays qui dépense le plus par personne en matière de dépenses de gestion de la maladie. Mais vous savez fort bien que comme l'accès n'est pas universel aux États-Unis, bien, il y a des gens pauvres aux États-Unis qui n'ont pas accès justement à toute cette pléiade de traitements puis de procédures, ce qui fait que l'espérance de vie moyenne des Américains est très, très, très inégale, ce qui fait que ben, ils sont très loin dans le classement mondial. Donc, on peut être fier malgré tout. On sait que notre système de gestion de la maladie au Québec est perfectible, mais ça, je le dis en passant avec beaucoup d'humilité et de respect, là, parce que c'est pas évident ce qui se passe, surtout dans le contexte actuel. Mais donc, il en demeure pas moins que la façon dont on prolonge la vie, qu'on a cette espérance de vie-là au Québec, au Canada, elle est extrêmement coûteuse. Puis là, vous voyez, ça, c'est un cardiologue américain, le docteur Mozaffarian, qui est très, très connu, qui a dit, oui, ben, on garde les gens vivants, mais on le fait par le biais de procédures tardives, par des approches où on utilise une pléiade de médicaments, alors qu'on a des changements en amont dans les comportements de la population qui sapent ces efforts-là. Donc, on garde les gens vivants. Notre système de gestion de la maladie garde les gens vivants, puis on s'entend que c'est important. Moi, mes vieux parents de 88, 90 ans sont toujours vivants, même s'ils sont très malades, parce qu'il y a un système de gestion de la maladie qui les a gardés vivants, puis je l'apprécie. Mais si vous demandez à mes parents si on avait pu travailler en amont pour prévenir les maladies chroniques avec lesquelles ils vivent, malgré leur âge avancé, bien, vous direz que oui, ils auraient préféré que ça se passe différemment.
Et donc, il n'y a pas juste le docteur Mozafarian qui le mentionne. Ce que vous avez ici, c'est des statistiques qui émanent de l'Organisation mondiale de la santé, rapportées déjà il y a presque 10 ans dans le New England Journal of Medicine, où on vous montrait que finalement, les maladies chroniques de société sont responsables de plus de 60% des décès à l'échelle planétaire. On parle des maladies cardiovasculaires, des cancers, des maladies pulmonaires chroniques, le diabète, qui s'expliquent par 4 comportements. On fume malheureusement encore dans le monde. On boit malheureusement trop. Je ne parle pas d'une petite consommation modérée. On a une alimentation dont la qualité globale s'est beaucoup détériorée et on est beaucoup trop sédentaire. Et justement, même si le poids corporel, l'évolution du poids corporel, de l'indice de masse corporelle, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, n'est pas la bonne façon de diagnostiquer l'obésité à risque, il n'en demeure pas moins que justement, l'évolution des taux d'obésité partout dans le monde nous montre que finalement, il y a quelque chose qui cloche là, dans la façon, dans notre modèle socio-économique qu'on s'est configuré. Il y a des différences partout dans le monde en termes de prévalence absolue, mais vous voyez que même dans les pays asiatiques, l'obésité est en croissance partout. Alors, et je souligne ça pas pour vous dire que c'est l'obésité le problème, mais l'obésité est donc un voyant rouge qui nous dit que notre modèle socio-économique génère finalement, a des conséquences qui font que ces maladies chroniques dites de société qui sont déjà extrêmement coûteuses et qu'on gère à coup de procédures médicales, ça va être un gouffre financier sans fond pour notre collectivité parce qu'on a construit cette société qui est incompatible avec la santé humaine. J'aimerais vous dire que ce que je vous montre sur cette diapositive-là est une caricature, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et en passant, je suis de l'école où ce que vous voyez, la malbouffe qu'il y a sur la diapositive, c'est correct, ne doit pas nécessairement être banni de nos vies. Le problème, c'est que lorsqu'elle est consommée de façon chronique, pratiquement quotidienne, là, elle devient tout à fait toxique pour la physiologie humaine. Et une des conséquences, encore une fois, de ces environnements toxiques qu'on s'est configurés pour la physiologie humaine, c'est une maladie chronique, excusez-moi, je l'appellerais d'utiliser l'image, mais le porte-étendard des maladies chroniques sociétales, le diabète de type 2. Alors, le diabète de type 2, contrairement au diabète de type 1, où là, il y a une déficience en insuline, là, vous avez plutôt un phénomène de résistance à l'insuline. Et ce diabète de type 2-là, justement, nos travaux ont montré qu'il était particulièrement associé à l'obésité viscérale, au fait d'être gras par en dedans. Saviez-vous maintenant qu'au Québec, il y a 1 million de Québécois, de Québécoises qui vivent avec cette condition-là, ou certains d'entre eux qui ne le savent même pas, ou qui sont à risque de leur développer? Et ce qu'ils lisent dans les magazines, vous avez un diabète de type 2, c'est votre faute, c'est parce que vous êtes obèse. Et alors que, je vous ai expliqué plus tôt, non, c'est parce qu'ils stockent de la graisse au mauvais endroit. Et plutôt que de leur faire des leçons de morale, ce serait peut-être mieux de les outiller pour justement les aider à combattre cet environnement toxique dans lequel ils vivent. Est-ce qu'on le fait en pratique clinique en ce moment? Et ce n'est surtout pas un blâme que je veux faire à notre système de gestion de la maladie actuelle, simplement, encore une fois, pour nous emmener qu'on a besoin, sur la notion qu'on a besoin d'un nouveau modèle socio-économique, un nouveau modèle de société. Vous voyez que doucement, là, on s'en va vers le concept de santé durable. Et ce n'est pas Jean-Pierre Després qui a inventé ces notions-là, n'ayez crainte. Aux États-Unis, vous savez, je dis souvent à mes collègues scientifiques américains, vous êtes capables du meilleur puis du pire. Le pire, vous avez des centaines de millions d'armes à feu en circulation, puis vous ne gérez pas ce problème-là. Mais le meilleur aussi, c'est qu'ils sont capables de mettre les meilleurs scientifiques de la planète autour de la table et de développer des positionnements stratégiques. Et donc, une prestigieuse organisation américaine de cardiologie, j'ai siégé sur le conseil national de cette organisation-là, l'American Heart Association, et je veux leur rendre hommage parce que c'est une organisation où on est écouté, alors que je ne le suis même pas au Québec. Et un cardiologue américain
qui est en ce moment justement président de cette organisation-là de Chicago, le Dr. Lloyd Jones, en 2010, a présidé un comité d'experts où ils se sont dit, on a fait des gains spectaculaires, comme je disais tout à l'heure, dû au fait maintenant qu'on a des procédures spectaculaires en cardiologie, la cardiologie d'intervention, les procédures en chirurgie cardiaque, on garde les gens vivants. Mais imaginez, cet organisme de cardiologie-là a dit, non, maintenant, là, la priorité doit aller, on continue à combattre les maladies cardiovasculaires, mais s'il faut faire des gains, il faut aller en amont et faire la promotion de la santé cardiovasculaire. Et ça, c'est une véritable révolution. Je veux vraiment rendre hommage à nos collègues américains pour qui assument un leadership extrêmement influent au niveau mondial dans ce changement de paradigme-là. On passe de la gestion de la maladie à la promotion de la santé. Maintenant, vous comprenez qu'eux le font dans le domaine de la santé cardiovasculaire, mais on peut l'élargir à toutes les dimensions de la santé. Et pour maintenant faire la promotion de la santé cardiovasculaire idéale, ce comité d'experts-là s'est dit, il faut quand même la définir. Et là, vous allez voir qu'on entre doucement dans quelque chose de révolutionnaire. Puis dans le domaine de la cardiologie, la médecine cardiovasculaire, on savait que faire du cholestérol, faire de l'hypertension, faire du diabète, c'est des facteurs de risque, comme j'expliquais plus tôt, qui sont connus pour le développement des maladies cardiovasculaires. Mais sur la base d'une science qui est maintenant très importante, le comité a dit, il faut aussi avoir des comportements idéaux. Il ne faut pas fumer, il ne faut pas faire de surpoids et d'obésité. Il n'y avait pas suffisamment de données sur le tour de taille là, pour en faire une mesure qui allait être un critère utilisé. Et ce qui est très important, il faut faire de l'activité physique à la cible, 150 minutes par semaine. Et il faut avoir aussi une alimentation globalement de bonne qualité. Alors, vous voyez, ils ont défini sur la base d'une science maintenant qui existe, ils ont défini la santé cardiovasculaire idéale sur la base de facteurs de risque biologiques, mais également sur la base de comportement. Et fort de cette définition-là, ils se sont dit, maintenant, quel est le pourcentage de la population qui rencontre ces critères-là de santé cardiovasculaire idéale? Là, écoutez, 1 personne sur 1000. Et c'est le cas partout dans le monde. C'est moins d'1% de la population, elle est dans n'importe quel pays à l'échelle planétaire qui rencontre ces critères-là. Là, vous allez me dire ce midi, Jean-Pierre, c'est impossible, c'est ridicule. Au contraire, ça vous montre qu'il y a de la place pour de l'amélioration. Alors, imaginez, on a une bonne espérance de vie au Québec. Si en plus, on était capable d'améliorer finalement les comportements de la population, on pourrait avoir un impact sur la santé cardiovasculaire parce qu'il y a de la place, il y a énormément de place pour l'amélioration. Et ça, c'est peut-être la diapositive la plus importante que je vais vous montrer dans mon exposé aujourd'hui. C'est une étude prospective américaine, l'étude ARIC. Vous voyez, vous avez un peu moins de 13 000 participants suivis pendant 20 ans. Et ce que le Dr. Folsom ici a fait, c'est, vous avez le taux d'événements cardiovasculaires, prenez le groupe de référence ici, chez les individus qui ont 6 ou 7 critères de santé cardiovasculaire idéale. Vous allez me dire, Jean-Pierre, pourquoi pas 7 des 7 critères? La cellule serait trop petite, il y aurait 12 sujets dans le groupe ici. Alors, on n'aurait pas la puissance statistique nécessaire. Donc, on s'est dit, faut d'avoir suffisamment de sujets. Le groupe de référence ici va avoir 6 des 7 comportements idéaux. Et ce que vous voyez ici déjà, c'est que le nombre de facteurs biologiques idéaux, c'est que si, comparativement au groupe qui a presque tout bon, si les sujets faisaient du cholestérol, de l'hypertension et du diabète, les trois ensemble, vous voyez que le taux d'événements cardiovasculaires sur 20 ans était augmenté de plus de 10 fois. Alors ça, on sait ça en médecine cardiovasculaire depuis 40 ans. Mais ce qui est phénoménal dans cette figure-là, c'est que chez les individus dont la biologie était bonne, alors vous allez voir votre médecin de famille qui vous dit, ton cholestérol est parfait, tu n'as pas d'hypertension, pas de diabète, bravo. Mais si les comportements ne sont pas idéaux, vous voyez que le risque est augmenté également de 10 fois. Et voyez la combinaison spectaculaire, la biologie est un peu détériorée, les comportements ne sont pas idéaux, là, vous voyez le risque augmenter de façon spectaculaire. Alors, voyez ici, on ne fait pas de la médecine de précision, on ne fait pas de génomique. Ce n'est pas sorcier, là. Qu'est-ce que cette diapositive-là nous apprend? Et là, on va lire ça tranquillement afin de prévenir de façon optimale les maladies cardiovasculaires, puis on pourrait remplacer ça par les maladies chroniques dites de société. Il est aussi important de cibler les facteurs de risque comportementaux que les facteurs de risque biologiques. Lorsque vous allez voir votre médecin de famille, et je le dis avec beaucoup de respect parce qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les ressources pour le faire, on ne le fait pas. Donc, vous voyez que c'est un grand rendez-vous manqué. Alors, j'ai fini de vous partager ma déception. On va maintenant entrer peut-être dans
la recherche de solutions. Alors, vous voyez qu'aller au-delà de la gestion de la maladie afin de promouvoir la santé, vous avez vu qu'on a un changement de paradigme, puis on n'est pas, c'est pas moi aujourd'hui qui vous dit que ça doit être fait. Un comité d'experts, des grands experts de santé publique américains, qui ont dit non, on a besoin de faire la promotion de la santé, on a besoin de changer de paradigme. Maintenant, c'est l'affaire de qui? Alors, en 2013, à l'époque où je dirigeais la recherche en cardiologie à justement l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, et à l'époque où elle était vice-rectrice à la recherche, Mme Sophie Damour, qui est maintenant notre rectrice à l'Université Laval, avait réuni différents acteurs de la grande région de Québec, des doyens, des directeurs de centres de recherche, mais des gens de différentes disciplines pour dire, en santé, est-ce qu'il ne serait pas possible de faire mieux différemment? Et de cette réunion-là a émané un chorus extrêmement fort qui m'a d'ailleurs beaucoup surpris. Vous comprenez que déjà en 2013, ce que je vous partage aujourd'hui, ben, c'est des notions évidemment que j'avais partagées lors de cette réunion-là, de cette réunion de remue-ménage. Mais ça fait l'unanimité parmi les collègues. C'est que la santé va bien au-delà de la médecine. On doit se donner les moyens de faire plus, mieux, différemment. On doit écouter la population, les patients, les patientes, puis on doit réduire le travail en silo. Alors, dans la région de Québec, on avait des groupes là, qui travaillaient dans le même domaine, différents, je dirais, aspects de la santé, puis qui ne travaillaient même pas ensemble. Mais c'est presque irresponsable de travailler comme ça en compétition alors qu'on est au service de la population. Vous comprenez que c'est notre système, là, la façon dont on fait de la recherche qui encourageait ça, la compétition plutôt que la collaboration. Et à nouveau, moi j'étais très fier au sortir de cette réunion-là, c'est que les gens ont fait le constat que la médecine n'allait pas réparer, encore une fois, cet environnement-là toxique, puis qu'il fallait travailler ensemble pour une médecine préventive moderne, pour une population en santé, puis pour une planète en santé. Et suite donc à cet exercice de remue-ménage-là, ben, il y a une organisation qui a été créée, puis en passant, la personne extraordinaire qui avait animé d'expérience, qui avait animé cette réunion de remue-ménage-là, c'était M. Michel Clerc, vous savez, qui est un grand homme politique, là, que j'admire énormément, qui donc dirigeait qui animait cette réunion-là. Et au sortir de cette réunion-là, il a été demandé à M. Clerc de présider le conseil d'administration d'une nouvelle organisation qui allait tenter justement de coordonner, de fédérer, de mobiliser finalement des centaines de chercheurs, chercheuses, mais d'acteurs aussi, afin qu'on se donne finalement une vision de justement comment faire, comment bâtir un nouveau modèle de société avec la santé comme vecteur de développement. Donc, cette organisation-là, cet organisme sans but lucratif-là a été créé, Alliance Santé Québec. J'ai eu le plaisir de diriger cette organisation-là pendant 5 ans. Maintenant, le Dr. Rénal Bergeron, qui est vice-recteur à l'Université Laval, l'ancien PDG du CIUS, de la capitale nationale, Michel Delamarre, co-préside cette organisation-là. Et maintenant, cette organisation-là, je vais vous le présenter tout à l'heure, est dirigée par le docteur Antoine Gault. Mais ce qui a rallié donc le collectif, c'est cette notion-là de santé durable, déclinée des dimensions du développement durable de l'Organisation mondiale de la santé. Et au début, donc, collectivement, on s'est donné une définition un peu académique de la santé durable, mais pendant les 5 années où j'ai été directeur d'Alliance Santé Québec, j'ai fait beaucoup de rencontres sur le terrain et on en est arrivé à la conclusion qu'il fallait résumer beaucoup plus simplement ce que c'était que la santé durable. Et on en est arrivé à cette définition toute simple. Un esprit sain dans un corps sain, on a déjà entendu ça quelque part il y a très, très longtemps, n'est-ce pas? Dans un milieu de vie et un environnement sain sur une planète en santé. Alors, largement inspiré aussi du concept de One Health, là, sur lequel vous allez trouver énormément de littérature, même dans les grands journaux de médecine, où on parle de santé humaine, santé animale et végétale qui ne font qu'un. Et je vous avouerai que la partie la plus satisfaisante de mon travail pendant 5 ans là, de directeur d'Alliance Santé Québec, ça a été justement ces échanges-là citoyens. Vous voyez ici, lors
réunion qu'on avait organisée au PEPS. C'était en plein mois de juillet, il faisait 30 degrés Celsius, un samedi après-midi. On s'était dit, il n'y a personne qui va venir discuter avec nous. On avait eu 700 personnes. C'était l'après-midi mémorable où on avait justement échangé avec les gens. Puis, laissez-moi vous dire que les gens, quand on leur dit, ben, la santé, c'est notre affaire, votre affaire, on va être là pour vous écouter puis réfléchir ensemble à bâtir un nouveau modèle socio-économique. Plus que jamais, les gens répondent présent. Surpris un petit peu au début, pardon, d'être interpellés, mais je peux vous dire, puis je vais vous donner quelques exemples tout à l'heure, que la mobilisation sur les territoires du Québec, là, elle est en cours, elle est partie. Donc, lorsqu'on parle de santé durable de façon très simple, et pas encore une fois vous dire, ben voici la définition, on vous l'impose. Non, non. Je raconte la même histoire que je vous raconte ce midi. On arrive au même constat, partage mes déceptions, et on demande aux gens, qu'est-ce que vous en pensez? Les gens disent, ben oui, docteur Després, on va répondre présent. La santé, c'est bien plus que l'absence de maladie. Pardon. Et donc, je vais maintenant passer à la partie d'histoire où j'ai accepté justement de prendre la direction d'un centre de recherche, mais je veux saluer mon collègue, le docteur Antoine Gros, qui mène maintenant de maître la destinée d'Alliance Santé Québec. Et le docteur Gros aussi est une personne très occupée, a pris la direction du système de santé apprenant, l'unité soutien et de grandes choses donc qui sont en ligne avec ce que je viens de vous présenter s'annonce sous le leadership du Dr Gros. La grande région de Québec aussi, suite à ces réflexions-là, s'est dit, ben, c'est bien beau. Si on veut croiser des expertises, partager des données qui vont provenir de toutes sources, on a besoin de développer une capacité de croiser des données qui vont être, par exemple, des données démographiques, sociologiques, cliniques. Et donc, sous le leadership de l'Université Laval, cette plateforme de recherche et de collaboration en santé durable qui s'appelle Pulsar a été créée et le docteur Patrick Archambault en assume la direction. Alors, je vous invite, pour ceux qui s'intéressent, là, à aller visiter le site web de Pulsar. Mais là, vous voyez donc, je veux vraiment saluer l'apport remarquable de ces deux grandes personnes, alors le docteur Gros et le docteur Archambault, qui font œuvre utile parce qu'ils gèrent justement des organisations qui vont jouer des rôles extrêmement importants dans le développement de ce que j'ai appelé, moi, des écosystèmes apprenants bienveillants et empathiques avec et pour les citoyens. Alors, vous savez, ça m'a beaucoup secoué mes années à Alliance Santé Québec. Et lorsqu'on m'a demandé si prendre la direction d'un centre de recherche et soins et services de première ligne, ça pourrait m'intéresser, ben, j'ai été flatté, puis j'ai dit oui, peut-être, mais je pense qu'il faut élargir. Il faut aller bien au-delà des soins et services de première ligne, parce que la santé, c'est bien plus que la première ligne. Je pense qu'on peut parler beaucoup plus d'une offre de services de santé de proximité. Et il va aussi nous falloir faire le pont entre les initiatives de santé publique, où j'ai souvent entendu les collègues de santé publique dire, ben nous, nos patients, c'est les populations, certes, mais qu'est-ce qu'on fait aussi pour ces centaines de milliers d'individus-là qui vivent avec des maladies chroniques de société, qu'on a besoin d'outils aussi. Donc, il y a une interface à faire entre ce qui doit être fait en matière d'offres de services de santé et sociaux de proximité et les approches de santé publique. Alors, j'ai dit oui, prendre la direction de ce centre de recherche-là, ça m'intéresse, mais si on en fait un centre de recherche en santé durable. Alors, j'ai accepté la direction de ce centre-là, puis suite à, encore une fois, des consultations citoyennes, des participations des partenaires, on a changé notre image, on a changé notre nom. Alors, depuis 2019, on s'appelle VITAM, Centre de recherche en santé durable. On est dans le quartier d'Estimauville-Mézeray, qui est un quartier qui est appelé à se transformer. On est dans un quartier, on est fiers de l'être. Vous voyez ici, on occupe un ancien hôpital qui avait été bâti en 1914, l'ancien hôpital civique de Québec, qui était l'ancienne clinique aussi Mézeray. On est donc sur chemin de la Canardière.
Et on est fiers d'occuper ces locaux-là et on veut faire de ce centre de recherche-là une véritable plateforme de participation citoyenne pour justement reconfigurer, entre autres, ce quartier-là, en faire un écosystème bienveillant, apprenant, mais également aussi contribuer à cette réflexion-là sur tout le territoire québécois. Alors, Vitam, très, très rapidement, c'est 350 personnes, c'est une centaine de chercheurs provenant de différentes disciplines. Là, vous avez, je vais passer rapidement, ça, c'est les statistiques que vous voyez assez traditionnelles. Un centre, évidemment, ça existe parce qu'on a des chercheurs, des chercheuses qui performent, qui ont des chaires de recherche, qui ont des subventions de recherche, qui publient. Mais bien au-delà de cela, c'est qu'on est un centre de recherche qui est intersectoriel. Je veux saluer très, très rapidement, vous voyez, cette belle brochette de chercheurs-chercheuses qui contribuent à l'animation de nos pôles de recherche. Je ne prendrai même pas le temps de décrire les pôles parce que, vous savez, les organismes subventionnaires nous demandent de décrire nos axes de recherche. Mais quand on présente des axes de recherche, voici déjà il y a un danger. Il y a un danger de travailler en silo, encore une fois. Alors, chez nous, tout le monde travaille ensemble, mais évidemment, on a des pôles, on a 5 pôles de recherche, mais je vous dirais, dans notre ADN, nous, c'est de travailler avec et pour les citoyens dans un premier temps. Ce sont nos patrons, nos patronnes, et de travailler dans l'intersectorialité. Cette diapositive-là vous montre, entre autres, des enjeux qui sont abordés chez nous, juste pour vous donner justement une idée des thématiques qui sont abordées. Et cette liste-là est très, très incomplète. Là, vous voyez, santé des jeunes, adultes, aînés, travailleurs, les milieux de vie, prévention de maladies chroniques, société, l'accès aux services de santé, services sociaux, des nouveaux modèles de soins et de services sociaux, la collaboration interprofessionnelle, les nouvelles technologies en santé, santé mentale, le déclin cognitif, surmédication, douleurs chroniques, soins prénataux, soins palliatifs, soins à domicile, soins et services, encore une fois, de proximité, l'application des connaissances, la recherche axée sur les citoyens, les patients. Énorme expertise aussi dans le domaine du vieillissement. Comme tout le monde, hein, la crise virale que l'on subit nous a frappés. Je veux souligner qu'on a une soixantaine de projets de recherche qui adressent différents enjeux associés à la COVID, dont le projet MaViPan, Ma vie et la pandémie au Québec. Alors, je veux souligner le travail remarquable de coordination qui est effectué par une de nos chercheuses vedettes, Dr. Annie Leblanc, qui coordonne justement le projet MaViPan. Alors, très, très rapidement, lorsque la crise nous a frappés, il y a eu, encore une fois, une mobilisation collective des centres de recherche du CIUS Capitale Nationale. Je veux souligner la part de mes collègues où on s'est dit, il faut faire œuvre utile, il faut savoir comment ça va, comment se portent les Québécois, les Québécoises. On a des milliers de Québécois et de Québécoises qui répondent régulièrement aux questionnaires. Et ça nous montre encore une fois à quel point, lorsqu'on interpelle la population sur des enjeux qui les touchent, ben, la population répond. Alors, je vous invite à visiter aussi mavipan.ca pour ceux que la chose intéresse. Mais laissez-moi justement faire une petite parenthèse sur cette crise pour justement en remettre une couche sur la nécessité de bâtir un nouveau projet de société. Cette figure-là est tirée d'un article qui est paru dans le New York Times au début de la crise qui vous montre aux États-Unis d'Amérique à quel point la prévalence de maladies chroniques, vous voyez, maladies pulmonaires, l'MPOC, obstructive chronique, l'asthme, l'hypertension, le diabète, l'obésité, l'insuffisance rénale, en fonction du revenu des familles. Et vous voyez donc la tendance est inverse. Les points rouges vous montrent les individus de race blanche et les points foncés, c'est les individus de race noire. Le point fait par le journaliste dans cet excellent article-là, c'est que la crise a frappé les communautés, les citoyens de façon inégale et a même exacerbé
les inégalités sociales en matière de santé, ce qui est quelque chose de complètement inacceptable. Et il en est de même pour l'espérance de vie. Vous savez, que ce soit dans Basse-Ville versus la Haute-Ville de Québec, l'Est de Montréal, le centre de Montréal, 7-8 ans de différence d'âge, c'est le même système de gestion de la maladie. Ça vous montre qu'il y a des facteurs de milieu de vie, environnementaux, sociaux, qu'on se doit d'adresser tant et aussi longtemps qu'on n'adressera pas ces facteurs-là en amont. Bien, on va garder ces inégalités sociales en matière de santé, d'espérance de vie, même si on injecte des milliards et des milliards de dollars, et je le dis avec beaucoup de respect encore une fois, dans notre système de gestion de la maladie. Et simplement pour vous montrer justement des articles qui sont parus dans les grands journaux de médecine, que ce soit dans le New England Journal of Medicine ou dans le Lancet, le docteur Richard Horton qui dit, ben, on a manqué probablement, on ne porte pas attention aux déterminants les plus importants de la santé humaine, puis la crise de la COVID-19 n'a fait qu'exacerber, encore une fois, ces inégalités-là. Et le docteur Richard Horton a même parlé de syndémie. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, que les gens affligés de maladies chroniques dites de société, parce qu'ils vivent dans des environnements qui ne sont pas permissifs à la santé humaine, les contextes sociaux, économiques, environnementaux, bien, sont particulièrement vulnérables aussi de mourir d'infections comme cette infection virale de la COVID-19. Et il appelait ça une syndémie. On vit littéralement une syndémie. Et justement, dans une des revues du journal Nature, je me suis permis de publier un éditorial sur cette question-là pour souligner la nécessité que lorsqu'on ne mesure pas quelque chose, bon, on ne peut pas finalement générer des données qui vont être utiles. Vous vous rappellerez qu'en début de conférence, je vous ai parlé qu'une mauvaise condition cardio-respiratoire, que l'inactivité physique, c'était des puissants facteurs de risque. Bien, je veux rendre hommage à l'organisation Kaiser Permanente aux États-Unis, qui est responsable des soins de services de santé et sociaux dans la région d'Oakland. Ça dessert 4,5 millions de citoyens. Et dans Kaiser Permanente, ils ont un programme qui s'appelle Exercise is Medicine, ce qui veut dire que à chaque visite médicale, on s'informe, on mesure de façon systématique le niveau d'activité physique des patients. Et ce qu'ils ont trouvé en suivant une cohorte de presque 50 000 patients qui avaient souffert de la COVID sur une période d'1 an, c'est que, vous savez, on avait rapporté dans la littérature que bien, les gens qui avaient de l'obésité, qui avaient du diabète de type 2, maladie chronique, étaient plus susceptibles d'être hospitalisés, de se retrouver aux soins intensifs, de mourir de la COVID. Bien, lorsqu'on met l'activité physique dans l'équation, on s'est rendu compte que ce sont les gens sédentaires qui avaient les maladies chroniques qui étaient donc plus susceptibles de décéder de la COVID. Et ce qui m'a conduit à produire cette figure, ici où l'événement clinique, c'est la morbidité et la mortalité de la COVID, où je mentionne que finalement, puis là, on n'ira pas dans le détail parce qu'il y a de la pathophysiologie des maladies chroniques de société ici, mais ce que je propose, c'est qu'encore une fois, tant et aussi longtemps qu'en amont, on n'adressera pas finalement les variables environnementales et sociétales qui font que les gens adoptent des comportements qui vont leur faire développer des maladies chroniques de société. Alors, quelques exemples, les environnements urbains, alors les commerces de proximité, l'accès à de la mobilité active, la pollution, les taux de criminalité, pauvreté, éducation, les environnements de travail, les parcs, les environnements pour permettre aux gens de faire de l'activité physique, les lois et les règlements, ben, on n'y arrivera pas. Simplement, même à investir, je le dis encore une fois avec beaucoup de respect, des milliards dans notre système de gestion de la maladie. À cet effet, bien, la Suède est un exemple inspirant. J'ai fait une conférence au Karolinska Institute il y a quelques années et la directrice du registre suédois sur les maladies chroniques avait présenté. Et ce qu'elle a montré, c'est que justement, en étant en mesure de suivre l'évolution de la santé puis les déterminants de la santé de toute la population suédoise, il y a des gens qui vivent avec le diabète de type 2 en Suède comme au Québec, il y en a 1,5 million, bien, ils ont été capables d'ajuster encore une fois l'offre de services de santé sur tout le territoire suédois, ce qui fait que
en 2022, il n'y a plus de différence dans l'espérance de vie du demi-million de personnes en Suède qui vivent avec le diabète de type 2 versus le reste de la population. Alors donc, donnons-nous au Québec un tableau de bord. Mais comment on va se donner un tableau de bord? Ce n'est pas en vendant nos données au Google et au Facebook de la planète. C'est en se donnant donc, en développant avec les citoyens, donc avec les modèles de gouvernance appropriés, un tableau de bord qui va être au service, bâti avec les Québécois et à leur service. Et d'ailleurs, c'est ce que le docteur Anthony Fauci aux États-Unis, qui est tristement célèbre à cause de la COVID, qui disait justement, ben, les leçons qu'on tire de cette crise-là, on a besoin d'avoir des données, mais il faut faire des choses avec les gens, pas sans les gens. Il ne faut pas leur imposer des choses parce que si on les impose des choses, il va y avoir de la moitié de la population, comme aux États-Unis, qui ne voudront rien savoir finalement, entre autres, de la vaccination. Puis c'est très rassurant de savoir qu'au Québec, la grande majorité des Québécois seraient prêts à porter le masque en passant, même si le masque ne leur est pas imposé. Ça montre bien, encore une fois, que lorsqu'on prend le temps d'échanger avec la population, il ne faut pas sous-estimer l'intelligence de la population. Et ce que le docteur Fauci a mentionné, parce que mon domaine, ce n'est pas l'infectiologie, c'est qu'il a dit, puis excusez-moi, je vais traduire, donc l'émergence de ces maladies, ça reflète un déséquilibre entre des écosystèmes très complexes qui comprennent les humains, les animaux, les pathogènes et l'environnement. Donc, ce n'est pas la dernière crise que nous allons vivre. On ne peut pas retourner en arrière. À la grandeur du Québec, il faut bâtir un nouveau modèle de société qui va être connecté, solidaire, empathique, juste et résiliente. À cet effet, je salue la vision de la Ville de Québec. Je salue l'appui du maire Labaume qui nous a appuyés à l'époque où il était maire dans la création de Vitam. Je salue l'appui très important du maire Marchand à Vitam également. La Ville a complètement embrassé le concept de santé durable. Il y a des villes également. Vous savez, je suis invité en Europe, en Suisse, en France, pour parler de santé durable. Les villes européennes se mobilisent. Je suis également invité par des territoires, justement, à parler de santé durable. Je salue le leadership de Catherine Laprise au Saguenay, le Living Lab de Richard Fleet dans Charlevoix, le leadership de l'UQR, Rimouski aussi parle de santé durable, l'Association de la santé publique du Québec, le territoire d'où je suis natif, la région de Montmagny, Lillet, qui veut créer un complexe culturel et sportif en santé durable. On a eu la visite du ministre Fitzgibbons qui nous a justement donné une subvention pour développer une stratégie, là, un nouveau modèle socio-économique en santé durable sur ce territoire. Alors, vous voyez, il y a des initiatives sur le terrain. Les gens, quand on comprend ce qu'il y a derrière cette réflexion-là, embarquent. Et donc, il y a une mobilisation citoyenne. Ça me rend, vous savez, j'étais très pessimiste au début de cette conférence-là. Ça me rend très optimiste. Je viens de mentionner justement l'intérêt et le leadership de l'Université du Québec à Rimouski en la matière, qui ont organisé des conférences à cet effet. Je vous invite également à un colloque sur la santé durable qui se tiendra lors de l'ACFAS où plusieurs des intervenants dont je viens de parler feront partie du panel de conférenciers. Donc, en terminant, j'étais très déçu, désappointé, pessimiste. La réponse citoyenne, la réponse des territoires, la réponse de certains élus m'enthousiasme, me rend optimiste à moyen terme. C'est pour ça que j'ai appelé mon exposé « Démocratiser la santé ». Je suis convaincu qu'avec l'appui des citoyens qui vivent au quotidien des enjeux en matière de santé, de services de santé, qui comprennent très bien que la santé, c'est bien plus que la gestion de la maladie, on va y arriver. On a au Québec un potentiel extraordinaire dans nos villes, dans nos régions, mais il faut maintenant travailler avec les citoyens et non pas pour les citoyens. La santé, c'est bien plus la gestion de la maladie. On a besoin d'un tableau de bord qui va être complet, qui va aller simplement bien au-delà des données cliniques. La santé, ça interpelle tous les ministères du gouvernement du Québec. Il faut arrêter d'imposer des solutions, mobiliser, impliquer la population, les écouter. Faire la science de la prévention et évaluer, arrêter de faire n'importe quoi. Je le dis encore une fois avec humilité et respect. La santé durable, c'est un concept qui va permettre de bâtir le Québec de demain. Ça va démocratiser la santé
Ça rallie environnement, réchauffement climatique, santé humaine. Pour ça, il faut arrêter de travailler en silo. Puis, il faut faire preuve aussi de beaucoup d'humilité. Puis, vous m'avez entendu le dire à plusieurs reprises. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre, encore une fois, des citoyens, de la population. Est-ce que vous croyez que je rêve? Est-ce que vous croyez que ce qui est proposé va coûter trop cher, que ça va être trop ambitieux? Puis je ne ferai pas de politique en terminant, mais je veux simplement vous montrer des dépenses associées à certaines initiatives qui, simplement pour souligner qu'on a vraiment les moyens de nos ambitions. Regardez, la rénovation de l'échangeur Turco à Montréal, 3,67 milliards de dollars. 3,2 milliards de dollars qui ont été retournés aux citoyens québécois. C'est l'équivalent de 64 projets régionaux de 50 millions de dollars pour permettre aux citoyens de tous les territoires du Québec de se mobiliser puis d'adresser des enjeux qui sont pertinents à eux. Encore une fois, je ne fais pas de politique, mais nous avons au Québec largement les moyens de bâtir un nouveau modèle socio-économique basé sur la santé durable. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour ce webinaire. Donc, je vais juste reprendre le contrôle de l'écran. Donc, pour rappeler aux certaines personnes, si jamais vous voulez poser des questions, vous pouvez les poser dans la section questions de votre panneau de configuration. Donc, je voulais juste prendre ce moment, Dr. Després, pour vous remercier d'avoir présenté ce webinaire. Ça a été très intéressant. J'ai vraiment perçu ça personnellement comme la première partie, là, comme un wake-up call. Là, comme, on a les connaissances, maintenant, il faut agir. Puis ça a été beau aussi de voir par la suite toutes les belles initiatives qui ont été faites là, au courant de votre parcours aussi. Donc, on a peut-être juste un petit commentaire là, qui a été fait qu'il faut aussi souligner l'initiative là, du réseau de l'Université de Québec, donc le réseau intersectionnel de recherche en santé de l'Université de Québec, là, le RISUQ, qui place aussi la santé durable en premier plan. Donc, je voulais juste le mentionner aussi. Ben, puis, si je peux me permettre de réagir à ça. Oui. Tout à fait, mais vous savez, ce qu'on a besoin de faire, là, on a justement besoin de se parler pour s'assurer justement que toutes ces initiatives-là, moi, je demande pas mieux. Parce que plus on va se parler, plus collectivement, encore une fois, à l'unisson, on va échanger sur nos capacités, nos contacts, nos échanges. Ben, il faut vraiment briser. Et ça, vous pouvez compter sur moi là-dessus. Alors, sachez que je reçois ce message-là de façon enthousiaste et que je souhaite être proactif pour qu'on attache justement avec le réseau des initiatives. Alors, je le reçois avec beaucoup d'enthousiasme. Parfait. On avait peut-être une petite question avant de devoir finir, parce qu'on a des gens très occupés ici. Là. Ça serait quoi, dans tous les projets que vous avez présentés ou dans les projets que vous n'avez pas présentés, un projet qui vous a vraiment impressionné, là, autant dans l'amplitude du projet qu'autant dans les retombées qui ont eu lieu? Est-ce qu'on parle de ce qui se passe au Québec ou n'importe où dans le monde? N'importe où dans le monde. Bon, ben n'importe où dans le monde, j'ai une histoire à vous raconter. Il y a une quinzaine d'années, l'Espagne était sur le bord de la faillite. Et nos collègues en Espagne, justement, parce qu'ils se sont parlé, ont dit, nous, on va faire la démonstration. Ça n'avait jamais été fait encore. Et on les connaît très bien, ces collègues-là. Puis justement, alors le pays était pauvre, contrairement au Québec qui est riche. Ce sont donner les moyens de mobiliser tout le pays puis faire une étude remarquable, l'étude Prédimed, où plus de presque 6000 personnes qui vivaient avec de l'obésité puis du diabète de type 2 ont été randomisées pour avoir justement un suivi où on a recalibré leur alimentation, on leur a donné de l'huile d'olive, des noix et des amandes, puis on a, pour la première fois au monde, on avait une étude où on ne testait pas un médicament, d'accord? Puis on montrait que justement, lorsqu'on accompagnait des patients, leur permettant d'améliorer leur qualité nutritionnelle, puis c'est une étude extrêmement bien faite, ben on réduisait autant le taux d'événements cardiovasculaires, on améliorait la santé cognitive, on diminuait le taux d'accidents vasculaires cérébraux. Cette étude-là s'appelle Prédimed. Je vous invite à aller la consulter. Puis dans notre domaine, nous, des spécialistes du mode de vie, on se dit, il y avait l'avant Prédimed, puis il y avait l'après Prédimed. Vous savez, on mange, hein?
3 fois par jour et même plus. Et on recommande de faire de l'activité physique. Comment se fait-il qu'un État aussi riche que le Québec ne se donne pas les moyens de mobiliser justement toutes ces communautés pour qu'on fasse la démonstration? Regardez, là, changer le mode de vie lorsqu'on accompagne les citoyens, parce que juste leur dire mangez mieux, bougez plus, ça ne fonctionne pas. Mais on a des données, preuves à l'appui que lorsqu'on a des outils et qu'on les accompagne, ben regardez, on pourrait montrer justement que la prévention, la science de la prévention, ça marche. Donnons-nous les moyens de nos ambitions. Un pays sur le bord de la banqueroute a été capable de le faire. Ben, merci pour ce partage. C'est vraiment impressionnant aussi de voir toutes les initiatives qui se font, puis même en dehors du Québec, puis qu'on n'a pas besoin d'énormément d'argent pour changer. Dans le fond, on peut faire ça. On a les connaissances déjà, il faut juste maintenant les mettre en action. Fait que pour finir, vu qu'il est déjà l'heure de compléter, je voulais juste mentionner qu'on va avoir la journée annuelle en 2022, le 17 juin à 8h30 jusqu'à 1h30. Donc, si vous voulez peut-être juste prendre un screenshot des anglicismes là, ou une photo de l'écran en français pour venir vous présenter, vous pouvez vous inscrire. On vous attend en grand nombre à cette journée annuelle, dans le fond. Puis, on vous invite ici en grand nombre à notre prochain webinaire qui va avoir lieu le 6 mai, qui s'intitule « Des innovations pour améliorer l'accès aux soins et services de première ligne pour les patients orphelins », animé par Maxime Dumas-Pilon. Donc, merci encore, Dr. Després, d'avoir été présent. Ce fut une conférence, un webinaire très intéressant et très pertinent que je pense que beaucoup plus de personnes devraient assister, écouter et comprendre aussi. Ça m'a fait un grand plaisir. Merci beaucoup de l'invitation.